Donc Myriam Bejaoui, vous la connaissez, on l'a fait venir régulièrement à ces journées. Elle travaille dans un service qui s'appelle EVOX, qui veut dire évaluation et outils pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins au niveau de l'HAS, la Haute Autorité de Santé à Paris. Et il se trouve qu'il y a une nouvelle version de la certification. Alors c'est pas forcément sa tasse de thé quotidienne, la certification, c'est plutôt les indicateurs. Mais elle est super polyvalente et donc Myriam a accepté de nous parler des deux. Et Myriam, je te laisse la parole et je te remercie d'avance. Merci beaucoup Anne. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc comme l'a très bien introduit Anne, je vais vous parler donc de ce tout nouveau dispositif de certification et également des indicateurs de qualité et de sécurité des soins du thème des infections associées aux soins. Alors moi je suis à l'HAS depuis 2017 et donc je suis pharmacien des hôpitaux spécialisés en hygiène. Alors on n'arrive pas à passer mes diapositives. Si j'y arrive, je vais essayer. Hop. Je recommence. Ouais, ça ne veut pas passer à la suivante. Avec les flèches. Ah, ça y est, c'est bon. Alors, donc, la certification. Donc, comme vous l'a dit, Anne, c'est pas mon sujet initialement, mais j'ai demandé au service de certification de me préparer quelques diapos et de me faire un petit topo. Donc, je vais essayer de vous résumer vraiment dans les grandes lignes et de vous dire un petit peu ce qu'il faut retenir. Donc, les finalités de ce nouveau dispositif, eh bien, c'est en priorité de répondre à des attentes qui vont être différentes selon qu'on se positionne donc, sur les usagers. Donc, les usagers attendent de ce dispositif d'avoir vraiment un niveau de connaissance sur la qualité et la sécurité des soins dans les établissements de santé dans lesquels ils sont pris en charge. Les professionnels de santé attendent d'avoir un outil de management interne et de l'amélioration des pratiques, et les autorités attendent d'avoir vraiment quelque chose d'intéressant et d'utile pour la régulation au niveau national par la qualité. Décidément, ça continue. Je ne sais pas si je peux fermer ce petit... non, je ne peux pas le fermer. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal avec GoToMeeting, je n'ai pas l'habitude. Même avec les flèches, tu ne peux pas passer les flèches plutôt qu'Enter, c'est les flèches. Bah, je fais les flèches, mais... Ah oui, c'est bon. Voilà. Ça met du temps à réagir, je ne sais pas pourquoi. Alors, les orientations donc, de ce nouveau dispositif de certification, c'est tout d'abord, on veut recentrer sur le soin. Vous savez que l'ancien dispositif, la V2014, était beaucoup axé sur les procédures et sur les moyens. Donc là, il y a vraiment une volonté de passer à une culture du résultat. On a voulu également développer la pertinence pour le patient et ajouter de plus en plus d'experts visiteurs qui sont des médecins. Et donc, les méthodes d'évaluation sont vraiment plus les mêmes que ceux de la dernière certification. C'est des méthodes qui vont plus faire sens pour les professionnels sur le terrain. Il y a aussi une volonté de simplifier non seulement tout le dispositif, tout le circuit en fait de la visite, mais également les outils. On va en parler un petit peu plus tard des outils. Et il y a une volonté d'adaptation, donc non seulement aux spécificités de chacun, mais également la capacité d'adaptation des équipes. Les enjeux, donc c'est principalement l'engagement du patient, on en a parlé tout à l'heure. Il y a la culture de l'évaluation, de la pertinence et du résultat. C'est un élément qui est très important qui va être évalué dans ce dispositif. On n'évalue pas quand il y a un visiteur qui fait la visite, on n'évalue pas la pertinence des choix médicaux réalisés, mais va évaluer si vraiment il y a cette culture au sein de l'établissement de santé. Et ça va de pair justement aussi avec le travail en équipe, qui est aussi une composante très importante de ce nouveau dispositif. Ensuite, il y a l'adaptation au système aux évolutions du système. Le référentiel, donc je vous en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, il n'y a plus qu'un seul document aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le découvrir, il est sur le site internet de l'HAS. Il est assez ergonomique par rapport à l'ancienne version, donc vraiment je vous invite à regarder, surtout sur tout ce qui est risque infectieux, vous allez voir que c'est assez fourni et c'est assez détaillé. Le système d'information, c'est plus le même, c'est Calista. Donc, c'est une application aussi, elle nous a été présentée par le service de certification qui est beaucoup plus facile on va dire, à s'approprier. Il y a pas mal de petites choses intéressantes, il y a des actualités, vous voyez vraiment des choses
concernant votre planning. Il y a des auto-évaluations qu'on peut faire aussi. Donc, je vous invite à regarder un petit peu Calista. Alors, il y a d'abord une manipulation qui est faite normalement. Vous devez vous connecter. Enfin, il faut voir ça en interne, mais normalement, c'est bien expliqué, que ce soit sur le site internet ou c'est expliqué. Il y a une communication qui se fait entre l'HAS et les établissements de santé pour vraiment comprendre comment fonctionne cette application. Donc, les méthodes traceurs sont complètement transparentes. Il y a même des méthodes que vous pouvez vous-même faire. On va y revenir. La cotation, aujourd'hui, elle sera plus comme la dernière version, c'est-à-dire sur les écarts, mais ça va être vraiment sur la moyenne. Et donc, ça, c'est un gros changement également. Et le rapport de fin également est plus synthétique. Dans le nouveau rapport de certification, le nouveau manuel de certification, vous avez 3 chapitres principaux. Donc, vous avez le patient, les équipes de soins et l'établissement de santé. Donc, c'est en fonction des niveaux qu'on va avoir des chapitres. Il y a en tout 15 objectifs. On a à peu près 5 objectifs par chapitre. Donc, pour le patient, on sait que c'est important. En tout cas, c'est nouveau. Hein, c'est quelque chose qui a, les chapitres patients, c'est pas vraiment quelque chose qu'on retrouvait énormément dans le dispositif précédent. Là, vraiment, il y a des chapitres qui sont consacrés avec des fiches qui sont consacrées à l'évaluation, l'évaluation de la pertinence pour le patient. Les équipes de soins, il y a 2 éléments importants qui sont pris en compte dans les fiches. Un, on va voir si vraiment, je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a la culture du résultat et de la pertinence qui est vraiment intégrée au sein de l'établissement de santé. Et d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 3 mois. C'est quelque chose c'est sur le long cours qu'on met en place cette culture. Et en final, la visite de certification, elle est là juste pour acter, pour vérifier que c'est déjà présent. C'est pas quand on apprend qu'on va avoir une visite de certification qu'on va vouloir remettre en place cette culture. C'est vraiment un travail de fond. Pareil pour le travail en équipe, c'est un second élément qui est très important dans ce chapitre. Et c'est un moteur d'amélioration des pratiques. Et c'est pareil, le travail en équipe, c'est pas quelque chose qui s'invente, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure sur du long terme. Et le 3e chapitre, c'est vraiment voir le système de management de la qualité et de sécurité des soins au global et voir si justement ce système-là, il répond aux attentes dont on a parlé au départ. Si on se concentre sur les critères de ce document, on en a 131 au total. Donc, si on regroupe ces critères selon qu'ils soient génériques ou spécifiques, donc on en a 90 qui s'appliquent en fait à l'ensemble des établissements de santé et on en a 31 qui s'appliquent uniquement à certaines spécificités de population, de prise en charge. Ou alors, on peut également regrouper ces critères en fonction de leur priorisation. Donc, il y a des critères qui sont impératifs, il y a des critères qui sont standards, et puis il y a des critères qui sont avancés, qui sont les standards de demain. Alors, les évaluations. Donc, les méthodes d'évaluation, elles sont, je vous ai dit, transparentes. Vous avez la possibilité d'avoir des fiches d'auto-évaluation grâce à la nouvelle application Calista. Donc, ces méthodes d'évaluation, elles sont au nombre de 5. Je vous invite, si vous voulez vraiment vous intéresser à comment vont se passer les nouvelles visites de certification, à aller, je vous ai dit, sur le site internet, il y a énormément de vidéos, surtout qui sont ludiques, qui vous expliquent comment se passe une méthode d'évaluation sur la pratique. Donc, ça a été filmé dans un hôpital et puis on vous explique comment on fait un patient traceur, comment on fait un audit système, un parcours traceur, un traceur ciblé et à quoi ça et les observations, comment elles se font. À noter que les observations, donc qui est la dernière méthode d'évaluation, c'est quelque chose qui se fait en plus des 4 autres. Donc, par exemple, on fait un patient traceur, on va suivre un patient dans son parcours et pendant qu'on fait cette méthode d'évaluation, on va avoir des observations.
Et les observations, c'est par exemple sur le risque infectieux, c'est par exemple, est-ce qu'on a une solution hydroalcoolique à disposition? On va également voir comment sont équipés les professionnels de santé. Au final, on a voulu, il y a vraiment dans les observations, en tout cas sur le risque infectieux, un petit peu comme un œil d'hygiéniste, un peu un hygiéniste en herbe, parce que du coup, les experts visiteurs ne sont pas forcément ultra qualifiés en hygiène, mais quand même, on peut observer certaines choses que nous, en tant qu'hygiénistes, on tique. Les masques en collier, bon là, je pense qu'avec le Covid, il y a quand même une amélioration des pratiques sur le port du masque, mais des petites choses que les hygiénistes sont capables de voir, qu'on retrouve dans ces méthodes-là. Donc les fiches critères, elles sont vraiment assez synthétiques, hein, c'est assez rapide à lire. Par exemple, sur les critères de risque infectieux, vous avez le titre, vous avez la description de l'intitulé, et au sein de la fiche, vous avez les éléments d'évaluation avec ce qui concerne ce qu'on veut voir sur le patient et ce qu'on veut voir sur les professionnels, par exemple, et la méthode d'évaluation qui est à côté. Et enfin, vous avez les indicateurs qui sont liés à ce critère et les références. Donc vraiment, vous avez quelque chose dans une fiche qui, normalement, synthétise énormément d'éléments, en tout cas l'essentiel de ce qu'on veut voir sur ce critère. Là, vous avez, je vous ai mis toutes les critères qui, en relation avec le risque infectieux, vous voyez, c'est quand même assez important en termes de fiches. C'est quand même assez présent dans le nouveau manuel. En termes de certification, donc la visite de certification, elle se fait tous les 4 ans. Et à l'issue de cette visite, vous avez donc, vous n'avez plus des classes, vous avez des couleurs. Donc, il y a 4 couleurs. Il y a du vert foncé, vert clair, orange et rouge, et en fonction du niveau de certification que l'établissement aura atteint. Donc, c'est plus les mêmes, on va dire, c'est plus la même présentation des résultats qu'auparavant. Donc, pour vous approprier la nouvelle certification, je vous ai dit, il y a énormément d'outils. Le site internet est très fourni de l'HAS. Vous avez des webinaires aussi sur le site internet. Il y a des événements d'information qui se font de plus en plus et vont se faire, il me semble, au niveau régional. Il y a des foires aux questions, des outils, et puis il y a aussi, Calista, il y a comme une espèce de, une fois que vous êtes connecté sur cette application, il y a une espèce de chat. Vous pouvez chatter directement avec les chefs de projet qui sont en fait sur le dossier de la certification de votre établissement de santé. Donc vraiment, il y a beaucoup de liens qui se font et beaucoup d'outils pour s'approprier la nouvelle certification. Je vais passer sur ça. L'important à vous de retenir en tant qu'hygiéniste, qu'est-ce qu'un hygiéniste peut faire pour vraiment s'impliquer dans ce nouveau dispositif? Eh bien, c'est très simple. Il faut s'assurer que les recommandations de bonne pratique soient correctement comprises et appliquées au sein de votre établissement de santé. En fait, au final, c'est ce que vous devez faire de base comme mission. S'il y a la culture du risque infectieux qui est correctement mise en place dans votre établissement de santé, eh bien, la visite de certification, elle va très, très bien se passer. Il n'y a pas de préparation en amont, on ne vous demande pas des tonnes et des tonnes de documents. Ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne se prépare pas, ça ne s'invente pas, cette culture-là. C'est quelque chose qui est un travail de fond et c'est vraiment une implication des équipes opérationnelles d'hygiène sur le long cours. Et au final, la visite de certification, elle va juste vérifier que cette culture est présente au final et qu'elle est bien comprise par les équipes soignantes. Par contre, ce que vous pouvez faire en plus, vous pouvez prendre les fiches de risque infectieux et en fait, vous avez des grilles d'auto-évaluation en fonction des méthodes d'évaluation et vous pouvez vous amuser à les réaliser dans votre établissement de santé pour vous approprier tous ces critères. Là, vous avez un planning de ce qui est en train de se mettre en place sur les visites de certification. Donc là, en fait, au moment où je vous parle, on a les premiers volontaires, il y a les premiers tests, premières visites tests qui sont en train de se préparer, c'est imminent. Il me semble même que dans votre région, il y a
plusieurs établissements qui se sont portés volontaires pour tester ce nouveau dispositif. Donc là, pour l'instant, on est dans la phase de test et tout ceci, ça va être en fait adapté en fonction du contexte sanitaire. On voit bien que le contexte est très changeant. On va passer au côté indicateur. Donc, je vais vous parler de ce qui est en train de se passer en 2021 pour les indicateurs des infections associées aux soins et de votre implication, de ce qu'on attend, nous, des hygiénistes. Donc là, vous avez un résumé de l'ensemble des indicateurs qu'on va recueillir en 2021. Donc, en fonction de la source de données. Donc, si c'est calculé à partir d'un questionnaire établissement, donc vous avez l'indicateur de consommation ICSHA. Vous avez l'indicateur de vaccination, de suivi de vaccination antigrippale du personnel hospitalier qui va être en cours d'expérimentation. Là, je vais vous parler des dates tout à l'heure. Les indicateurs calculés à partir donc, de dossiers patients, vous avez les bonnes pratiques de précaution complémentaire contact PCC et le taux de prescription d'antibiothérapie de 7 jours ou moins pour affection respiratoire basse ATBIR. Et enfin, les deux derniers qui sont des indicateurs calculés automatiquement par le PMSI. Donc ratio standardisé sur attendu d'ISO sur prothèse. Donc soit les prothèses de hanche, soit la prothèse de genou. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Donc là, vous avez le calendrier. Donc ICSHA, on a débuté la campagne nationale donc, le 1er février. On a poursuivi alors pas jusqu'au 28 février, on a laissé encore 2-3 semaines pour laisser le temps aux établissements de santé de vraiment saisir les données. Donc, ce sont les données 2019. Du 1er avril au 31 mai, donc, on aura l'expérimentation de vaccination. Et du 1er avril au 30 septembre, donc les deux indicateurs issus du dossier patient PCC et ATBIR, par contre en médecine, chirurgie, obstétrique, uniquement pour le secteur MCO. Et fin 2021, on aura la restitution donc, des indicateurs automatisés sur PTH et sur PTG. Alors, ICSHA, on a eu en fait une révision de cet indicateur. Donc, pour refaire un petit historique, vous savez que l'HAS a un petit peu, on va dire, mis un bon coup de pied dans la fourmilière parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Cet indicateur, déjà, vous savez qu'il est controversé pour plein de raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on ne peut pas toujours garantir la fiabilité des scores que l'on produit. C'est parce qu'en fait, les sources de données que l'on utilise, elles ne sont jamais fiables à 100%. Que ça soit la SAE ou le PMSI, la fiabilité, on ne peut jamais en fait l'assurer parce qu'en fait, il y a très souvent des problèmes de répartition d'activités, il y a des problèmes de volume d'activités qui sont des fois mal renseignés. Donc en fait, on ne peut jamais, en fait assurer la fiabilité. Donc, quand on associe en fait cet indicateur dont on n'est pas toujours très sûr et qui est très controversé à un système d'incitation financière à la qualité qui prend des proportions très importantes, ça a été le cas jusqu'à l'année dernière, où en fait, ICSHA avait on va dire un poids très important dans le dispositif IFAC et parfois même plus que, enfin au moins autant ou plus que le dispositif de certification, et ben ça n'allait pas du tout. Donc on va dire on a un petit peu, voilà, on a demandé au ministère de revoir tout ça et ça n'allait pas. Donc, pour l'instant, en tout cas, ICSHA a été revu sur quelque chose qui n'allait, quelques petits, on va dire, quelques détails qui n'allaient pas, des choses qui étaient un petit peu fausses. Donc, vous avez le détail à l'écran, je vais pas revenir dessus. Mais pour autant, même si on a fait une révision, c'est toujours pareil, on va dire, le problème de base, c'est la source de données dont on ne peut pas être sûr à 100%. Donc, voilà, ça c'est toujours... On a toujours des petits défauts liés à cet indicateur. Cet indicateur est très important pour beaucoup de choses, mais de préférence, nous, on défend de ne pas trop les mettre, qu'il n'ait pas un poids trop important dans les dispositifs d'incitation financière à la qualité. Qu'est-ce qu'on attend de l'hygiéniste par rapport à cet indicateur? Eh bien, il doit être le référent prioritaire. Et je vous dis ça parce qu'en fait, depuis 2017, j'ai vu mes interlocuteurs dans les établissements de santé sur cet indicateur, c'est devenu quasiment, en tout cas dans la majorité, que des responsables qualité. Et donc ça, c'est problématique parce qu'en fait, il faut vraiment que ça soit l'hygiéniste qui s'approprie en fait cet indicateur, qui cherche à se poser des questions dessus, qui cherche à communiquer en intra-établissement, etc.
Donc, c'est très important. S'il y avait un indicateur sur lequel on attend l'hygiéniste, ce serait d'abord celui-ci. Donc, je vais passer sur ICSHA. Donc, je vais vous parler de l'indicateur de vaccination antigrippale. Donc, on en est à la seconde expérimentation de cet indicateur. La première a été faite en 2019 sur un échantillon de 130 établissements volontaires. Et cette année, elle se fait donc sur la campagne de vaccination 2020-2021 et elle se fait donc sur la plateforme CALAS. Elle est ouverte à tous les établissements de santé qui le souhaitent. Vous avez à remplir 3 types de questionnaires. Donc, un questionnaire établissement pour voir un petit peu comment ça se passe en termes d'organisation et politique antigrippale, pardon. Un questionnaire indicateur dans lequel on va vous demander les chiffres de vaccination, sachant qu'on on demande la vaccination pour l'ensemble du personnel hospitalier. Et en plus, on demande de nous donner des détails pour certaines catégories. On a choisi 8 catégories qui étaient en fait les catégories professionnelles les plus en contact avec les patients, mais sachant que de toute manière, on prend tout le personnel hospitalier. J'ai souvent des questions où on me dit « mais pourquoi vous ne prenez pas telle ou telle catégorie ?» On prend tout le monde, c'est juste qu'on ne peut pas faire le détail de tous. Après, ça serait, on ne peut pas tout détailler sur le résultat. Et vous avez un questionnaire de faisabilité qui est aussi assez important à remplir, qui va nous permettre, nous, de valider l'indicateur. Donc, il me semble que l'intervenante d'avant en a parlé tout à l'heure, a parlé surtout de la coordination et de la coopération entre voilà, les différents acteurs de la vaccination pour vraiment permettre d'avoir une amélioration de la couverture vaccinale. C'est pareil pour l'indicateur. On attend que l'équipe opérationnelle d'hygiène se coordonne avec la gouvernance et le service de santé. Pour nous, ce n'est pas l'équipe opérationnelle d'hygiène qui doit être responsable de remplissage de cet indicateur ou de la collecte des données. Ça doit être la gouvernance et le service de santé au travail si présent, sachant que de toute manière, il me semble que vous l'avez dit tout à l'heure, réglementairement, tout établissement de santé doit normalement avoir au moins un contrat avec un service de santé au travail, même s'il est extérieur, mais il doit être présent normalement. Après, il y a aussi la gouvernance de l'établissement de santé dont on attend des retours sur cet indicateur. Les bonnes pratiques de précaution complémentaire contact, donc c'est issu du dossier patient, donc il faut auditer des dossiers cette fois-ci, ce n'est pas les mêmes méthodes. Donc on va prendre des patients qui sont hospitalisés donc en MCO, qui ont donc des bactéries multirésistantes, BHR, etc. Donc les codes, elles sont sur les outils de l'indicateur et on va aller chercher 3 types d'indicateurs. Donc soit le premier indicateur, on va chercher à la fois la conformité de la mise en place des PCC et l'information au patient, est-ce que le patient a été informé. Le second indicateur, on voit s'il y a juste la mise en place des PCC, si celle-ci est conforme. Et le troisième, s'il y a une conformité de l'information au patient. Donc, on attend pour cet indicateur que l'hygiéniste soit le responsable du recueil également, parce que c'est une pratique d'hygiène. Donc, on attend à ce que ce soit les équipes opérationnelles d'hygiène qui vraiment soient responsables et qui travaillent avec les équipes de soins pour saisir les données, comprendre et s'approprier les résultats et s'il y a un plan d'action à mettre en place qui soit mis en place et suivi par la suite. Le taux de prescription d'antibiothérapie de 7 jours ou moins pour infection respiratoire basse. Donc, c'est aussi issu d'un audit de dossier patient. Et là, on va tout simplement rechercher chez des patients qui ont une infection respiratoire basse et une prescription d'antibiotiques, voir si cette prescription d'antibiotiques, elle est bien conforme aux recommandations, sachant que, bien sûr, cet indicateur a été validé et qu'on a bien pris en compte toutes les spécificités qui nécessitent à ce que l'antibiothérapie soit supérieure à 7 jours. Donc, logiquement, l'indicateur est validé. Et puis, tous les dossiers qui remontent par le logiciel de tirage au sort, dans lesquels on trouve une prescription d'antibiothérapie, normalement, ça devrait être conforme aux recommandations de durée. Et donc, on attend l'hygiéniste, bien sûr, qui travaille en collaboration avec les responsables du recueil, qui pour nous doivent être l'infectiologue et le référent antibiothérapie. Donc, c'est pareil, que ça soit PCC ou ATBIR, on est sur du MCO pour l'instant. Les derniers indicateurs donc, qui sont ISO, ortho, PTH, PTG, là je vous ai juste mis un rappel des résultats
des données 2018-2019. Enfin, vous savez que cet indicateur a fait l'objet donc d'expérimentation, de validation. On a demandé, on a mobilisé les équipes opérationnelles d'hygiène et les établissements de santé pour revenir sur le dossier pour valider cet indicateur. Donc cet indicateur a été validé en septembre 2020. Et donc on a revu les résultats en lumière du nouvel algorithme. Donc là, vous avez les résultats, on ne va pas revenir dessus, vous les avez sur le site internet de l'HAS. Moi, ce que je voulais vous dire par rapport à cet indicateur, c'est que, au vu des remontées des établissements de santé, il a été décidé de ne plus faire un ISO ortho qui englobe les deux localisations de prothèses, plutôt de séparer les deux localisations de prothèses, parce que ce soit PTH ou PTG, il y a des spécificités et ça sera plus utile aux établissements de santé que ça soit différencié. Et qu'est-ce qu'on attend du coup de l'hygiéniste par rapport à ces indicateurs? Eh bien, c'est déjà la surveillance et l'analyse des ISO en prospectif, mais ça, c'est normalement quelque chose que vous faites dans vos missions habituellement. S'il y a un événement qui est détecté par l'algorithme, on attend aussi que l'hygiéniste soit impliqué dans l'analyse de l'événement en rétrospectif avec, bien sûr, les équipes de chirurgiens et anesthésistes qui sont sur le dossier. Et bien sûr, la mise en place d'actions d'amélioration et le suivi dans le temps. Et ça, c'est quelque chose d'habituel, en tout cas ce que vous faites habituellement dans vos établissements de santé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous écoute pour vos questions.